la puissance. Merci encore une fois. Médias, esprit critique et engagement citoyen, c'est le thème, je vous l'ai dit, de la conférence inaugurale dont va nous gratifier le professeur Hugues Koné, mesdames et messieurs. Professeur Hugues Koné est passé maître dans l'art ô combien difficile d'avoir une tête bien remplie. Jugez-en vous-même, il est enseignant-chercheur à l'Université d'Abidjan et à l'Université Félix Houphouët-Boigny de 1978 à 1994 et depuis 2016. Il est responsable du master professionnel en communication pour la santé. Il est directeur du CERCOR, Centre d'enseignement et de recherche en communication de 1997 à 1994. Conseiller régional en communication du Fonds des Nations Unies pour la population à Dakar, le bureau régional de Dakar, de 2004 à 2015. Professeur Hugues Koné est expert consultant en matière de communication et médias auprès du MIT, par exemple, à Boston, auprès de l'UNJCI et de plusieurs universités, Tokyo, Columbia, etc. C'est vous dire combien la personnalité que nous avons l'honneur et le privilège d'avoir pour tenir la conférence inaugurale est de poids. C'est donc, mesdames et messieurs, ce privilège-là qui va permettre à professeur Hugues Koné de planter le décor de cette semaine nationale de la presse et son intervention dans ce sens visera, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, à situer le contexte. Monsieur le ministre est déjà revenu là-dessus. Il évolue assez allègrement dans ce champ lexical, on l'a remarqué. Donc, qui va situer le contexte de cette semaine, contexte sociopolitique, culturel, scientifique et le champ lexical général dans lequel s'inscrit cette activité. Mesdames et messieurs, il le fera sous la forme d'un exposé magistral. Je vais, mesdames et messieurs, vous appeler à saluer le professeur Hugues Koné, chaleureusement, professeur Hugues Koné, qui nous fait donc le privilège d'être présent pour tenir cette conférence inaugurale. Avant cette conférence, et après qu'il ait salué donc M. le ministre ainsi que les officiels, ces derniers, je vous l'ai dit, sont appelés à des occupations prenantes. Nous allons donc leur permettre de se retirer. Nous attendons toujours le protocole pour organiser cela. On voit tout le panneau. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, M. Amadou Dibadi, Monsieur le ministre de la Communication, Madame Boni Lavry, Monsieur Auguste Mirmont, Monsieur Jackie Tekoti, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Messieurs, Madame les présidents, Messieurs, Madame les directeurs généraux de structures ici présentes, distingués participants à cet événement, à cette conférence, étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, en vos grades d'égalité, je voudrais, avant de commencer mon propos, vous remercier de votre aimable attention qu'en aurons besoin et ajouter ceci. Je voudrais aussi vraiment
saluer l'initiative qui a été prise par l'ANP d'organiser cette première semaine de la presse. C'est une initiative que je trouve très importante et de ma posture, je voudrais saluer le président de l'ANP pour avoir pensé à organiser un tel événement et de m'avoir associé en me demandant de prononcer la conférence inaugurale. Alors le thème, je voudrais le rappeler, est médias, esprit civique et engagement citoyen. Alors un tel thème, à l'évidence, peut être traité sous plusieurs angles. Toutefois, l'autorité nationale de la presse a décidé de se focaliser sur la dimension citoyenne de ce thème, à savoir comment faire en sorte que les citoyens aient la capacité de devenir des producteurs, d'abord d'être des consommateurs, mais également des producteurs avertis, des producteurs conscients, des consommateurs et des producteurs conscients, et surtout des consommateurs et des producteurs vertueux dans la manipulation de l'information. Et c'est pour cela que la question centrale que j'ai retenue pour cette conférence est la suivante. Comment instruire les citoyens au développement de leur esprit critique face au flux d'informations qui circulent et en être des consommateurs et des producteurs d'informations avertis, critiques et respectueux des valeurs et de l'éthique. Alors, pour esquisser la réflexion dans ce domaine, j'ai réuni un certain nombre d'informations, j'ai réuni des idées, des expériences et des connaissances pour vraiment lancer les échanges, pour lancer la discussion, la conversation. Et mon intervention va être articulée autour de 3 parties. La première partie va consister à présenter l'état des lieux. L'état des lieux et faire notamment des constats qui vont nous permettre de mettre en relation médias, esprit civique, esprit critique et engagement citoyen. Dans une deuxième partie, je vais m'intéresser aux conséquences et aux défis qui résultent de cet état des lieux. Et pour terminer, je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion et des pistes d'action qui peuvent favoriser un usage plus averti, plus responsable, plus conscient de l'information et des médias par un citoyen engagé. À ce stade de mon propos, il convient certainement d'observer de manière succincte les notions qui constituent un peu la trame de cette conférence, à savoir médias, esprit critique et engagement citoyen. Les médias, nous le savons, sont cet ensemble de moyens techniques, modernes ou traditionnels, qui permettent de produire, de diffuser et de recevoir des messages, des informations entre un émetteur qui peut être un individu ou l'institution et des récepteurs qui peuvent être isolés, dispersés ou non. Dans cette conférence, nous allons nous intéresser principalement aux médias qui ont pour objet principal la production et la diffusion de l'information. Et donc, du coup, nous allons exclure des médias traditionnels tels que le tambour parleur, qui est intéressant. Ensuite, l'esprit critique. Alors, l'esprit critique met en relation la pensée, à ce que Descartes a résumé son cogito ergo sum. Donc, mettre en relation la pensée et le discernement.
Et donc, c'est cette capacité que l'individu peut avoir à faire la distinction entre le vrai et le faux, et surtout à appliquer le raisonnement, ou en tout cas la raison ou le raisonnement logique à un certain nombre de faits, d'éléments qui lui parviennent de son environnement, pour faire en sorte de discriminer entre ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, et de pouvoir porter un jugement ou de faire un choix raisonné, un choix informé. Enfin, l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, il est compris comme la participation des citoyens à la prise de décision ou au processus de prise de décision, aux activités et à tout ce qui concerne leur vie ou qui affecte leur vie, leur communauté, leur société. Et à ce niveau, il est important de noter que l'engagement citoyen permet d'effectuer une espèce de contrôle sur l'activité des structures publiques et d'exiger ou de rendre ou de solliciter la fameuse reddition des comptes ou la redevabilité. C'est donc un processus qui permet aux citoyens de jouer leur rôle, de participer à la vie publique et à la vie de leur communauté de manière positive. À partir donc de la définition de ces trois notions, je vais m'engager dans le traitement de la première partie, qui est donc l'état des lieux, les constats et les enjeux de la relation entre médias, esprit critique et engagement citoyen. Alors, conformément à l'orientation qui a été donnée à cette semaine, il me semble qu'il y a une série d'observations ou de constats qui méritent d'être faits et qui vont permettre de comprendre comment on peut faire des propositions pour améliorer la participation des citoyens à l'information et à en faire des producteurs et des consommateurs avisés, avertis et vertueux. La première observation que je vous propose est celle-ci. C'est vraiment, monsieur le ministre l'a dit, c'est l'avènement de la société de l'information. Nous sommes déjà aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis. Au milieu des années 1970, on s'est rendu compte qu'on entrait dans la société de l'information, une période où l'information devenait l'activité principale dans les sociétés industrielles. Et depuis lors, l'ensemble de la planète est passé à la société d'information, au point qu'en 2003, les Nations Unies ont organisé le sommet mondial de la société de l'information à Genève. Alors, cette société de l'information, évidemment, s'accompagne de la multiplication des moyens de production, de diffusion et de consommation de l'information. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on peut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire est entrée aussi dans la société d'information. Je vais vous donner juste quelques statistiques. Je disais que certains sont allergiques aux statistiques, donc on va être très bref là-dessus. L'agence de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, à fin septembre 2022, nous disait ceci. Il y a plus de 37 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Cela représentait 139% de la population. 37 millions. En plus, il y avait, 25 millions sont abonnés à l'Internet mobile. D'autres sources vous indiquaient que nous avions, en 2022 toujours, quasiment 6 millions de personnes actives sur les réseaux sociaux. Principalement WhatsApp, Facebook autour de 6 millions,
WhatsApp, pour les 5 millions, et ensuite venait Instagram, LinkedIn et les autres. Donc, les Ivoiriens sont dans cette société de l'information, ils ont les moyens de participer à cette société. Une autre étude un peu plus ancienne, c'est celle qui a été faite par Afrobaromètre, qui nous dit que les Ivoiriens s'informent tous les jours, plusieurs fois par semaine, par la télévision, à 70%, la radio, 58%, les réseaux sociaux, 45%, Internet, 44%, et la presse écrite, 23%. Évidemment, partout, seule la radio est vraiment répandue sur le spectre, sur le spectre de la population, aussi bien les pauvres ou les pauvres, je ne dirais pas les petits, ça, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Seule la radio est vraiment partout, ce qui lui confère une responsabilité. Alors, nous avons fait une étude sur les moyens d'information utilisés pour s'informer sur la COVID-19 pendant la crise. Là aussi, la télévision vient largement en tête, 77%. C'est une étude qui a été faite par UFR, Information, Communication et Art, sous ma direction. Et là aussi, il y a des chiffres, mais comme je dis, normalement, vous avez des chiffres à l'infini. Donc, la Côte d'Ivoire est bien étudiée et les Ivoiriens s'intéressent au moyen de communication. Je voudrais terminer là-dessus en faisant une mention particulière aux radios de proximité. Parce que c'est elles qui ont permis de sortir de cette macrocéphalie d'Abidjan, où tous les moyens de communication étaient basés à Abidjan. Maintenant, grâce aux radios de proximité, les moyens de communication de masse sont également en milieu rural ou dans les régions. Donc ça, c'est le premier point. Nous sommes vraiment dans ce type d'information. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est le fait de considérer que les médias modernes et l'information sont un enjeu de société. En effet, les médias modernes, nous savons, ce sont des moyens, les médias, les médias classiques. Les médias classiques opèrent de manière très simple. Il y a dans l'environnement des événements, il y a des idées qui circulent, il y a des sources qui cherchent à mettre ces événements ou ces idées à la connaissance des autres. Et les médias vont sélectionner dans ces événements et ces idées, vont donc faire une sélection, faire un traitement et diffuser ce qu'ils estiment être utile ou en tout cas ce qui mérite d'être connu. Donc il y a une sélection et c'est ce que les anglo-saxons appellent le gatekeeping, cette manière d'être une espèce de porte par laquelle on filtre les informations qui sont mises dans l'espace public. Donc les médias classiques jouent ce rôle-là. En jouant ce rôle-là, on s'est rendu compte au fil du temps de la capacité des médias à influencer ou à fixer l'ordre du jour, c'est-à-dire à dire ou à imposer ce qui semble être important. Quelles sont les questions qui sont importantes dans une société, dans une communauté ou à travers le monde? Les médias influencent la fixation de l'ordre du jour, c'est un premier point. Et un deuxième point, les médias ont cette capacité de réduire au silence, c'est-à-dire d'étouffer certaines idées, d'étouffer certains événements. Donc cette capacité aussi, c'est un peu le revers de la médaille. C'est ce que en communication nous appelons la théorie de la spirale du silence. Comment réduire au silence les idées. Donc, ces deux capacités produisent ou rendent effectivement les médias ou en font un enjeu de société. Un enjeu de société. D'ailleurs, le besoin et la volonté de s'informer sont devenus quasiment incompressibles.
tout le monde veut s'informer, tout le monde éprouve le besoin de s'informer, va chercher l'information. Et on constate de plus en plus, oui, cette volonté de se faire voir, de se faire entendre. À l'époque, il n'y a que certains qui arrivaient à se faire voir. Lorsque nous faisions des études dans les années 80, nous voyons bien que la télévision ivoirienne était un peu comme une film géante, certains qui se faisaient voir. Et donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut se faire voir, qui veut se faire entendre, ou qui veut se raconter les autres, quitte à médire sur les autres. Et donc, devant ces besoins-là, évidemment, les médias classiques n'offrent pas toute la latitude aux millions de voix de s'exprimer. Et voilà comment les médias alternatifs sont d'abord apparus. Je pense au TAC à l'époque, en Chine, les fameux Dazibao. Et aujourd'hui, ce sont les médias sociaux ou les réseaux sociaux qui permettent d'exprimer, de se faire entendre sans passer par les médias classiques. Évidemment, on le fait quitte à profiter de l'anonymat, les fameux avatars ou les pseudos, qui donnent de la hardiesse, n'est-ce pas? Quand on est ni vu ni connu, cela nous pousse cela développe un peu la hardiesse, mais cela entraîne également le déferlement, des invectives, des injures, des fausses informations, des informations non vérifiées, des menaces, des propos guerriers, etc. Évidemment, dans cet environnement, il y a maintenant ce qu'on appelle les influenceurs qui pullulent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'en France, on a décidé de réguler l'intervention de ces influenceurs, c'était il y a 8 mois, 9 mois, en juin 2023, on avait dénombré en France 150 000 influenceurs. Combien il y en a en Côte d'Ivoire? Monsieur le ministre a dit qu'il était très intéressé par. Il a fait une étude pour faire connaître l'écosystème. Je crois qu'il faut inclure un peu de ces influenceurs-là parce que nous savons quels dégâts ou on lui garde. Bon, quand on dit dégâts, c'est négatif, mais on ne voit quelle influence s'exerce dans la société. Tout le monde se souvient de l'épisode de la pétatine, n'est-ce pas? En réalité, il faut le dire, l'enjeu, c'est vraiment l'occupation de l'espace public. C'est une notion un peu abstraite, mais qui consiste à dire que dans toutes les démocraties, dans la modalité politique, il y a un espace public, un espace constitué d'une infrastructure sociale et médiatique, dont les médias jouent un grand rôle dans, et la confrontation des idées ou la mise en consommation, je veux dire, d'un certain nombre d'informations et d'idées, de manière à ce que l'espace public serve d'espace d'échange, mais aussi de légitimation des idées et de confrontation ou de coopération entre la société et l'État. Donc c'est un peu ça. Et donc, l'occupation de l'espace public est vraiment un enjeu. J'ai des collègues qui ont fait une étude intéressante, qui ont fait des études intéressantes sur l'occupation de l'espace public, y compris à travers les agoras et les grains. C'est une forme aussi de participation à l'occupation de l'espace public. Donc tout ça, ce sont des réalités de nos sociétés qu'il faut prendre en compte lorsque nous parlons de médias, engagement citoyen et esprit critique. Et donc face à cet enjeu, on comprend alors pourquoi les États, partout dans le monde, cherchent à réguler l'exercice et la diffusion de l'exercice donc de la fonction de l'information et
et l'exercice et l'accès à l'information. Donc, on régule. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, très rapidement, on sait qu'il y a le ministère de la Communication, on sait qu'il y a l'AFP, il y a la ACA, il y a plusieurs structures que je ne vais pas citer, mais il y a aussi des lois. Et c'est très intéressant, il faut connaître les lois. On en parlera plus tard. Ben oui, quand on prend cette loi 2013 450 qui porte sur la lutte contre la cybercriminalité. Beaucoup de gens ne savent pas que désormais la cybercriminalité prend en compte la mise dans l'espace public de certaines informations, les données personnelles, ou certaines idées qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la société. Donc il y a cette loi-là qu'il faut connaître. Il y a aussi une loi très intéressante que les gens ne prennent pas en compte. C'est cette loi qui date aussi de 2013, qui favorise l'accès aux informations d'intérêt public, l'accès aux documents publics. Et quelquefois, on est surpris de voir des gens qui ne vont pas eux-mêmes chercher les informations d'intérêt public, les documents ou les documents publics sur le site, et qui se contentent de ce qu'on leur en dit, des commentaires qui sont faits à partir de ces documents. Et pourtant, tout existe. Et je me souviens de certains collègues de certains pays africains, quand ils ont su que nous avons cette loi depuis 2013, ils n'en revenaient pas. Alors, un troisième élément que je voudrais porter à votre connaissance, c'est vraiment l'essence de l'information. Tant qu'on n'a pas compris que l'information sert à réduire l'incertitude, à lutter contre l'incertitude et même à réduire l'angoisse. Nous vivons dans un monde et c'est l'information qui nous permet de réduire l'incertitude de ce monde-là, qui permet de réduire l'angoisse que ce monde peut susciter. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, quand il n'y a pas de bonnes informations, on va chercher à les remplacer par la rumeur ou même par des visions prophétiques ou par la divination. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin qui est de savoir ce qui se passe. Et donc, ce besoin-là, on le comble. Je me souviens, des années dans un village, là-bas, il y a une vieux qui me disait, si quelqu'un se réveille, s'il n'entend pas d'informations, il va lui-même inventer des informations. Parce qu'il a ce besoin. Et je crois que c'est une réalité. Donc ça, c'est un élément essentiel. Évidemment, à partir de là, on verra dans les périodes de crise. Les périodes de crise, que ce soit des crises politiques, des crises sportives, parce que quand il dit crise sportive, en janvier-février, on n'a pas eu à avoir de crise sportive ici. Voilà. Donc en période de crise, évidemment, c'est des périodes favorables à la production d'informations de toutes sortes, de toutes origines, parce qu'il y a le besoin de réduire cette incertitude, cette angoisse qui nous provient de notre environnement. Le quatrième élément sur lequel je voudrais maintenant m'arrêter, c'est fait les médias ivoiriens et leur public, il y a des besoins d'information non satisfaits. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que les Ivoiriens et leurs médias, c'est le parfait amour. Je crois que voilà, c'est vraiment le parfait amour. Mais cela dû aussi au fait que, et ça c'est une étude du ministère de la Communication, en charge de la communication en 2017, les médias, la plupart des médias en Côte d'Ivoire ne savent rien de leur public et naviguent à vue. Ça, c'est une étude du ministère de la Communication qui dit. C'est pour cela que je vous permets de savoir que l'ANP a entrepris une étude en 2023 pour dire comment les Ivoiriens s'informent. Effectivement, il faut qu'on sache ce que les Ivoiriens pensent, ce qu'ils
apprécient, ce qu'ils n'apprécient pas, ou ce qu'ils veulent de leurs attentes vis-à-vis de la presse. Ce sont des études, ça coûte cher, on le sait, mais elles sont indispensables quand on veut construire une société démocratique. Le point suivant, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter en ce qui concerne le constat, c'est de dire que nos sociétés ont quelques traits qui ont une influence sur le traitement de l'information ou la relation que nous avons avec l'information. Alors, je vais en citer juste deux. Le premier point, c'est vraiment la persistance de la pensée magico-religieuse. Cette persistance de la pensée magico-religieuse a une conséquence extrêmement importante sur l'esprit critique. On a l'impression que plus c'est invraisemblable, mieux ça passe. Et on refuse de remettre en cause certaines affirmations à cause de cette pensée qui ne relie pas les faits à des causes matérielles, mais à des causes surnaturelles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Le deuxième élément, c'est vraiment l'hétérogénéité et le côté pluriel de notre société. Nous avons une société effectivement plurielle. Je prends juste le côté linguistique. Nous avons une soixantaine de langues, tout aussi belles les unes que les autres. Je n'en comprends pas beaucoup, mais je sens qu'elles sont belles. Et évidemment, en termes de communication, ça a des implications. Déjà, on nous disait, enfin, les linguistes nous parlaient d'une langue qui s'appelle EGA. La langue EGA. La langue EGA, c'est dans la zone de Divo, etc. Et il y a à peu près 30 ans, il ne restait plus que 5000 locuteurs. Bon, nous avons une soixantaine, non? Mais il se trouve qu'à côté de ces langues sont là, mais elles ne sont pas écrites. Elles sont à peine enseignées. Or, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation nous dit qu'en 2021, il y avait 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Voici une réalité qu'on occulte quelquefois. 47% de la population ivoirienne est analphabète. Alors, comment est-ce qu'on s'organise pour la faire participer au débat lorsque ce débat est fait en langue française écrite? Bien sûr, tout le monde ou les gens baragouinent le français, mais on n'a jamais fait l'effort de savoir qu'est-ce qu'ils comprennent réellement, qu'est-ce qu'ils retiennent réellement. On le voit dans le domaine de la santé. Il y a des dégâts dans le domaine de la santé parce que, oui, des posologies qui sont exprimées en français et tout, sont mal comprises. Mais dans les autres domaines, évidemment, les gens mal informés, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'ils n'ont pas bien compris. D'ailleurs, nous qui avons été loin dans les études, puisque quand on a fait un doctorat, on estime qu'on a été loin, mais il y a des débats, en particulier lorsque les juristes, oui, notamment lorsque les juristes se décident à entrer dans leur jargon, bon, beaucoup de gens se sont laissés de côté, n'est-ce pas? Et alors, nous avons donc, c'est quasiment 50% d'analphabètes. D'ailleurs, il faut retenir que 2/3 des femmes sont analphabètes. Donc, il y a des équipes là qu'il faut quand même signaler ou dénoncer. Alors, mais il se trouve que, et là c'est terrible, les analphabètes, non seulement ils sont délaissés pour compte dans les débats qui se font en français, notamment lorsqu'ils sont en écrit, sur le débat politique, mais en plus, lorsqu'ils veulent participer à travers les réseaux sociaux à des discussions écrites, il y a des lettrés, on ne sait pas quel est leur niveau, qui les assaillent et qui leur disent
et qui leur disent, écoutez, va d'abord apprendre le français avant de venir t'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est des laissés pour compte qui sont quelquefois méprisés. Est-ce qu'on a le droit de mépriser ceux qui n'ont pas été à l'école? Alors, à partir de là, je pense qu'on peut tirer les conséquences de ce décor que je viens de présenter. Alors, j'en tire 6 rapidement parce qu'on ne peut pas tout dire. Pour moi, le premier élément, c'est vraiment la surabondance de l'information. Oui, société d'information, multiplication des moyens de production et de diffusion de l'information, etc. Tout cela nous amène à une surabondance de l'information. Je n'ai même pas évoqué les éléments d'ordre démographique. En Côte d'Ivoire, nous étions 3 millions en 1960. En 2022, nous sommes 30 millions. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y avait 3 millions de voix, maintenant il y a 30 millions de voix. Au niveau mondial, nous sommes maintenant 8 milliards. On était 3 milliards. Donc tout cela donne raison à la commission Michel McBride qui, en 1980, disait voix multiples, un seul monde. Nous sommes dans le monde des voix multiples. Comment gérer tout cela? Donc, surabondance de l'information, brouhaha, cafarnaum des informations, chaos informationnel, et cela déclenche des phénomènes tels que l'hyperinflation, la faible capacité à traiter toutes ces informations-là, et même la dissonance cognitive qui fait que, bon, on a tendance à rejeter certaines informations sans les analyser parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on a des cadres préétablis qui ne nous permettent pas d'accepter ces informations. Le deuxième point, c'est l'existence, en tout cas pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, d'une infrastructure médiatique solide, accompagnée d'une réglementation. Bon, on peut juger, certains la trouvent très libérale, certains la trouvent rigide. Bon, ça peut faire l'objet de débat. En tout cas, au moins, l'information est encadrée et les mécanismes sont là pour favoriser l'accès à l'information, notamment les lois dont j'ai parlé. La troisième conséquence, c'est l'engagement citoyen qui est encore relativement réduit parce que nous avons une minorité active, une majorité silencieuse, une majorité apathique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certains sont disqualifiés pour participer au débat parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue et celle des débats officiels. Le cinquième point, c'est le fait qu'on privilégie l'information immédiate. On privilégie l'information sensationnelle. Parce que oui, derrière l'information, on recherche quoi? On recherche l'insolite, on recherche ce qui déclenche des émotions et tout cela. Et donc, il y a une course au scoop, à la publication rapide des informations sans prendre le temps de les vérifier. Dans les rédactions anciennes, il y avait des mécanismes, aujourd'hui on parle de fact-checking, de vérification de faits, mais dans les rédactions anciennes, il y avait des mécanismes pour vérifier. Avant la publication narrative, on vérifiait les dates, on vérifiait les noms, on vérifiait les statistiques, les données et tout. Aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'il faut être le premier à publier quelque chose. Je ne parle même pas des citoyens qui, eux, peuvent inventer des données. Et si encore c'était les individus qui inventent, mais il y a même des organisations, semble-t-il, qui inventent des données, et cela peut perturber la société. Et puis enfin, évidemment, ça c'est les conséquences négatives. On constate des risques de dérapage, même de rupture de violence consécutive
à la diffusion de certaines informations. Donc, voilà quelques conséquences qu'on peut dégager des constats que j'avais faits au préalable. Et cela me permet d'atterrir maintenant en parlant donc des pistes de réflexion et d'action qui peuvent permettre de favoriser un usage averti de l'information et des médias par les citoyens. Alors, sur ce plan-là, je ne vais pas me livrer à une liste à la Prévert, parce que c'est souvent le risque que l'on a, dans lequel on peut verser. Je vais simplement m'arrêter, je vais choisir 4 niveaux d'intervention. Le premier, c'est de dire qu'il y a des dispositions d'ordre général qu'il faut prendre. La première de ces dispositions, c'est de cultiver l'esprit critique, vraiment, en général. Pas seulement par rapport aux médias et l'information, mais il faut cultiver l'esprit critique en général dans la société. Figurez-vous que déjà au 19e siècle, Louis Pasteur disait « ayez le culte de l'esprit critique ». Bon, il ne s'agit pas du scepticisme sans fin, mais cet esprit critique, comme je l'ai défini, il permet simplement de se poser quelques questions clés pour discerner le vrai du faux, le vraisemblable de l'invraisemblable. Et ça, ce sont des questions qu'on peut identifier et permettre à tout citoyen de se les poser lorsqu'il est en face d'une information ou d'un événement, ou même face au discours politique. Donc, il faut absolument chercher à cultiver l'esprit critique. Certes, l'école est le lieu privilégié pour développer l'esprit critique. Tous ceux qui ont fait la terminale savent que la philosophie était idéale pour insuffler cette esprit critique. Combien de gens atteignent la terminale? Combien sont en terminale et qui laissent de côté la philosophie? Mais c'est vrai, c'est un problème de société, c'est même un problème, je dirais, de salubrité. C'est un problème de salubrité de la société, avoir respecté l'esprit critique. Toujours au niveau des dispositions générales, il faut pouvoir promouvoir l'information pour tous et par tous. Ce qui veut dire qu'il faut créer les conditions, tout comme on parle d'éducation pour tous, créer les conditions pour que, effectivement, l'information soit inclusive et que les défavorisés dont je parlais notamment puissent y accéder, y compris les femmes, parce que quand on regarde l'accès aux réseaux sociaux, les chiffres sont là, 60% des hommes ont accès aux réseaux sociaux, mais seulement 35% des femmes. Et l'autre point, toujours dans l'éducation générale, c'est de vulgariser les instruments et les mécanismes qui favorisent l'information, qui favorisent la vérification des informations, la vérification des faits. Et comme je l'ai dit, il y a cette loi qui permet d'accéder aux documents publics, d'accéder à l'information du secteur public. Tout le monde doit pouvoir profiter, et tout citoyen doit pouvoir accéder aux documents produits par les services publics. Et il faut également savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir et qu'on peut être puni. La loi sur la cybercriminalité, là, oui, il faut la connaître, ça fait froid dans le dos. Tandis qu'il faut, oui, 5 années de prison, 5 millions à 10 millions d'amende, etc. Il faut que tout le monde sache. Je crois que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est tombé dans le panneau, là. En tout cas, j'ai lu ça sur Voici. Donc, chaque semaine, il y a des victimes de cette méconnaissance des lois qui régissent l'information. Et pourtant, selon les propos du directeur de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, il y a des actions de sensibilisation. Il affirme que chaque année, il sensibilise les jeunes, les étudiants, les élèves, 25 000 par an, la société civile, les responsables religieux et tout. Et il faut continuer
il faut continuer cela. Il faut faire connaître les sites d'information où on peut trouver des documents fiables, des documents vérifiés, des documents certifiés. Toujours au niveau des dispositions générales, il faut vraiment encourager l'inclusion de laisser pour compte, ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà à peu près ce que je vois comme piste de réflexion au niveau des dispositions générales. Le deuxième niveau sur lequel je me suis arrêté, c'est le rôle des médias, classiques et traditionnels par rapport justement à cette thématique-là. Oui, les médias classiques et traditionnels ont un rôle important à jouer. Je pense qu'il revient d'abord à ces médias de travailler à renforcer et à sauvegarder ce qui constitue la niche des médias classiques, ce qui constitue leur atout, c'est-à-dire leur capacité à produire des informations vérifiées, leur capacité à mettre des informations, à donner du sens. Ce n'est pas des informations brutes. Donc, c'est leur capacité à donner du sens. Leur capacité, justement, à être des recours lorsque tout va mal. Je rappelle juste ce slogan de CBS à l'époque, la toute puissante CBS Columbia, disait quand c'est important, le monde se tourne vers CBS. Oui, il faut, dans le brouhaha des informations, dans la cacophonie, à un moment donné, les citoyens se disent attention, là, il y a des informations contradictoires, peut-être qu'il y a des informations contradictoires, je peux me tourner vers, je ne vais pas citer de médias, mais voilà un peu l'esprit dans lequel j'avance cette idée. Il faut que les médias travaillent leur crédibilité pour être le recours à tout ça. Parce que ces médias ont la capacité, ont le ressources nécessaires pour vérifier les données, pour vérifier les informations et leur donner du sens. D'ailleurs, il existe maintenant une plateforme francophone de fact-checking. L'AIP a mis en place le fact-checking, vérification des faits. L'OLPED a bataillé pendant longtemps pour que la revue des pairs puisse fonctionner, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un travail que les médias doivent continuer de faire pour demeurer, en quelque sorte, des repères. Un autre point, les journalistes eux-mêmes. Les journalistes doivent, comme dans tout métier, se projeter comme des modèles pour les jeunes. Tous ceux qui veulent s'exercer à l'information, pas forcément de manière professionnelle, mais il faut qu'ils aient des journalistes comme modèles. Évidemment, on peut dire, lorsque vous voyez, vous allez dans les quartiers, il y a des matchs de football, de quartier ou dans les villages, vous voyez des jeunes qui couvrent ces matchs-là, mais ils ne font que reproduire ce que les journalistes sportifs font. Donc, le journaliste professionnel doit être un modèle. Donc, il faut se mettre, il dit que bon, il faut jouer ce rôle-là. Et puis enfin, ce que je peux recommander aussi aux journalistes, c'est de contribuer, vraiment. C'est de contribuer à créer, à contribuer à ce qu'on appelle effectivement l'éducation aux médias et à l'information. Ils peuvent le faire collectivement ou individuellement. Pourquoi pas? Il y a les femmes juristes, par exemple, qui vulgarisent les textes dans le sens des intérêts des femmes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas des journalistes également se mettre à promouvoir l'éducation aux médias et l'information, justement pour assainir le domaine dans lequel ils travaillent? Ça, ce sont des pistes que je propose aux médias. Ensuite, en ce qui concerne justement l'éducation aux médias, là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à
c'est vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est structuré. Il y a beaucoup de guides, beaucoup d'outils. L'UNESCO en a proposé, des pays en ont développé qui permettent effectivement de familiariser les citoyens avec ce que sont les médias et surtout avec les règles de production d'informations. Est-ce que ce ne serait pas bon de faire connaître à tous les citoyens les petites règles qui permettent de produire un bon article, hein, les fameuses 5 ou 6 questions, pourquoi ne pas les faire connaître, pourquoi ne pas leur faire connaître la nécessité de faire des recoupements lorsqu'il y a des informations qui viennent de partout. Il faut faire des recoupements, il faut se référer à une source qui a un historique de crédibilité, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a des réflexes qu'on peut très bien vulgariser, et ça fait partie de l'éducation aux médias et l'initiative qui consiste à amener les jeunes visiter des rédactions, voir comment on procède, comment on traite l'information, comment on trie, mais surtout comment on vérifie l'information. Ça, c'est le nœud. Comment on vérifie l'information, ça me semble important. Le quatrième point, c'est vraiment de renforcer l'esprit citoyen. Parce que, oui, une société démocratique, une société démocratique doit absolument renforcer l'esprit citoyen. Et là, nous savons tous que l'accès à l'information est un préalable au développement de l'esprit citoyen. Je ne peux pas m'attarder sur cette question. Alors, pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure, pour conclure, je dirais que nous sommes effectivement de plein pied dans la société de l'information. Ça donne une responsabilité à tous ceux qui travaillent sur l'information. C'est-à-dire que l'information est devenue la denrée principale des sociétés modernes. Même l'économie internationale est basée maintenant sur l'information, la circulation de l'information, le traitement de l'information. C'est pour ça qu'on parle maintenant des données de masse, des informations de masse, qui ont qui sont en grand volume, en grande vitesse, une viralité grande, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'information est vraiment. Nous sommes dans la société de l'information. Mais oui, mais nous sommes dans la société de l'information pour le meilleur et pour le pire. Mais faisons en sorte que, je ne sais pas, oui, que le meilleur l'emporte sur le pire quand même. Hein. Faisons en sorte que le meilleur l'emporte sur le pire. Et je pense que la Semaine nationale de la presse, cette première édition, est vraiment un pas dans cette direction qu'il faut saluer. Dans un contexte où les citoyens veulent exercer de plus en plus leur droit à l'information et la liberté d'expression, il faut pouvoir leur apprendre des règles qui permettent de discerner la bonne information, de vérifier les faits, tout ça, les données. Est-ce qu'elles sont datées? Est-ce qu'elles sont référencées? Est-ce qu'elles proviennent de sources crédibles? Donc, il faut leur donner toutes ces choses-là, comme je viens de dire, mais également leur donner la capacité à mettre en forme les informations qui viennent de leur idéation ou de leur environnement et se poser aussi des questions. Mais est-ce que l'information que je vais diffuser, est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce qu'elle ne va pas blesser quelqu'un? Est-ce qu'elle ne va pas entraîner des conséquences négatives? Donc, se poser aussi une série de bonnes questions avant de publier l'information. Donc, en fait, tout ce que nous devons faire, c'est vraiment d'avoir des citoyens qui sont des citoyens IRL en matière d'information. Et je voudrais rappeler juste 2 citations qui avaient été celle de Bertrand Soulier. Il a dit IRL, on dirait, c'est vraiment français. Bien informés, les hommes sont les citoyens. Mal informés, ce sont les sujets. Nos parents, nos arrière-parents étaient des sujets. Juste en
1960, oui, on est des sujets français. Donc oui, un homme bien informé est un citoyen, un homme mal informé est un sujet à la fois de sauver la vie il y a 60 d'années. La deuxième chose que je veux dire, et ça, il faut vraiment puiser dans la sagesse africaine. Et là, je vous renvoie à la pensée de Wabena Wabo, qui a été rapportée par le professeur Georges Nkampo. Wabena Wabo nous dit ceci. Parler est à la fois facile et difficile. Qui veut parler doit parler clair, bien, vrai. Je crois que ces deux citations vont permettre vraiment de comprendre l'importance du thème de cette conférence. Voilà, monsieur le ministre de la Communication, messieurs les ministres, messieurs les directeurs généraux, Auguste Assemblée, voici ce que je tenais à partager avec vous. J'ai tenté de dire et je vous remercie pour votre aimable et indulgente attention. Mesdames et messieurs, professeur Hugues Koné, que nous allons accompagner sous des applaudissements. Professeur Hugues Koné, qui a donc magistralement planté le décor contextuel.